Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un poids lourd du programme de philosophie, la notion de nature. C'est un de ces concepts qui a l'air simple au premier abord, mais qui cache en réalité une multitude de définitions, de paradoxes et de questions absolument fondamentales. Alors, notre objectif, c'est de démêler tout ça ensemble. C'est parti. On va commencer, et on commence fort, avec cette phrase de Montaigne. Elle nous met tout de suite dans le bain. En fait, elle pointe du doigt cette tendance qu'on a tous à considérer nos propres habitudes, notre propre culture, comme étant la norme, comme étant ce qui est naturel. Et tout ce qui est différent, eh bien, on a vite fait de le juger, de l'appeler barbare. Gardez bien cette idée en tête, elle va nous servir de fil rouge. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Cette idée du retour à la nature, on en entend parler tout le temps, non ? Que ce soit dans des fictions avec des personnages comme Tarzan ou dans des histoires bien réelles de gens qui décident de tout plaquer pour vivre en autarcie. C'est un fantasme très puissant. Mais la question qu'on doit se poser est la suivante. Est-ce que c'est un objectif qui a du sens ? Est-ce qu'un être humain peut vraiment revenir à un état de nature ? C'est la grande problématique qui va nous guider. Alors pour commencer, on va justement déconstruire un peu ce mythe du retour. L'idée, ce n'est pas de dire que c'est complètement idiot, mais plutôt de comprendre ce que ce désir révèle sur notre relation à la fois complexe et, disons-le, souvent nostalgique, avec le monde naturel. Et là, on touche du doigt le cœur du problème, le paradoxe central de la condition humaine. D'un côté, c'est une évidence, nous sommes des êtres biologiques, on est des animaux, des produits de l'évolution, donc oui, on fait partie de la nature. Mais de l'autre, qu'est-ce que l'humanité a fait depuis des millénaires ? Eh bien, elle a transformé cette nature. On a bâti des villes, inventé des outils, créé des lois, de l'art, bref, on a construit un monde artificiel, un monde de culture, souvent pour se protéger ou se distinguer de la nature. Ok, mais avant d'aller plus loin et de répondre à notre question sur le retour à la nature, il faut qu'on se mette d'accord sur les termes. Parce que le mot nature, en philosophie, c'est un concept qui a plusieurs visages. On va en voir deux, qui sont vraiment les plus importants. Premier visage, celui des Grecs anciens, et en particulier d'Aristote. Pour lui, la nature, qu'il appelle la physis, c'est une force vivante, intérieure. Pensez à une graine qui germe, à un arbre qui pousse. Ces choses-là ont en elles-mêmes la cause de leur propre développement. C'est ça qui fait toute la différence avec un objet artificiel, comme une table. Une table, elle a eu besoin d'un artisan pour exister, et elle ne va pas se mettre à grandir toute seule. Et puis arrive la révolution scientifique, au XVIIe siècle. Et là, tout change. Pour un penseur comme Descartes, la nature n'est plus du tout une force vivante. Non, c'est une immense machine, une sorte d'horloge géante. Et l'intérêt d'une machine, c'est qu'on peut en démonter les mécanismes, en comprendre les lois, qui sont des lois mathématiques, et à la fin, la maîtriser. La nature devient un objet d'étude, un objet qu'on peut quantifier, prévoir et bien sûr exploiter. Ce tableau, il résume bien ce basculement radical. On passe d'une vision où l'être humain doit chercher sa place au sein d'un cosmos vivant, où il est en quête d'harmonie, à une vision où il se voit comme le maître et possesseur de la nature, pour reprendre la formule exacte et célèbre de Descartes. Ce changement de regard est absolument crucial pour comprendre toute la modernité. Bien, maintenant qu'on a ces deux grandes définitions en tête, on est mieux équipé pour aborder trois débats philosophiques majeurs qui découlent directement de cette complexité. Première question, et elle est directe. Cette fameuse vie naturelle dont on parlait au début. Est-ce que c'est seulement possible pour nous qui sommes des êtres pétris de culture ? Est-ce un idéal vers lequel il faut tendre ou est-ce que c'est une idée complètement contradictoire ? Et là, on a un face-à-face philosophique classique et passionnant. D'un côté, Jean-Jacques Rousseau. Pour lui, l'homme est bon à l'état de nature et c'est la société qui le corrompt, qui le rend mauvais et hypocrite. L'état de nature, même si c'est une fiction, reste un modèle de pureté. Et de l'autre côté, on a John Stuart Mill, qui nous dit « Attention, la nature n'a rien d'un modèle, elle est cruelle, violente, injuste, pleine de maladies. » Pour lui, c'est justement l'artifice, la technique, la culture qui nous sauvent et nous permettent de vivre mieux. Cette opposition nous amène tout droit à notre deuxième grande question. Si notre culture et notre technique nous ont donné un pouvoir immense sur la nature, est-ce que ça ne crée pas, en retour, de nouvelles obligations, de nouvelles responsabilités ? C'est un enjeu moral et politique qui, aujourd'hui, est absolument brûlant. Le philosophe Michel Serres a une métaphore très parlante pour ça. Il dit que, pendant des siècles, l'humanité s'est comportée comme un parasite de la Terre. On a pris, on a puisé dans les ressources, sans jamais se soucier de l'hôte qui nous fait vivre. Sauf qu'aujourd'hui, le parasite est en train de tuer son hôte. Il est donc urgent, dit Serres, de changer de relation, de passer à un rapport de symbiose, de réciprocité.
Il faut signer une sorte de contrat naturel, où l'on s'engage à protéger la planète qui nous héberge. Dans le même esprit, un autre philosophe, Hans Jonas, va carrément proposer un nouveau commandement moral pour notre époque, le principe responsabilité. En gros, ça veut dire que chacune de nos actions aujourd'hui doit être évaluée à l'aune de ses conséquences sur le long terme. On doit s'assurer qu'elle ne compromettra pas la possibilité, pour les générations futures, de vivre une vie digne sur cette planète. Notre responsabilité s'est donc élargie au futur et à la Terre entière. Toute cette responsabilité, elle vient de notre puissance technique, une puissance qui repose sur la science. Et ça soulève une dernière question plus épistémologique. Est-ce que la nature a vraiment un ordre, des lois, une structure que notre intelligence peut découvrir? Ou est-ce qu'au fond, tout n'est que chaos et hasard? Là encore, deux sons de cloche. D'un côté, il y a la confiance dans la science, portée par des penseurs comme Cournot, qui affirment que le but de la science, c'est précisément de trouver les grandes lois universelles qui gouvernent la nature, un genre de plan caché derrière le désordre apparent des phénomènes. Mais de l'autre côté, on a le scepticisme d'un David Hume qui vient nous rappeler à l'ordre. Pour lui, nos fameuses lois de la nature ne sont basées que sur l'habitude. Ce n'est pas parce que le soleil s'est levé tous les matins jusqu'à aujourd'hui qu'on a la certitude absolue qu'il se lèvera demain. Notre connaissance est une croyance très solide, mais pas une certitude logique. Allez, on arrive au moment de synthétiser tout ça. On a bien vu que la nature est une notion incroyablement riche, tiraillée entre ce qu'elle est et l'idéal qu'on en fait, entre l'objet de science qu'on étudie et le modèle moral qu'on voudrait suivre. Alors, quelle posture adopter aujourd'hui face à elle? Pour conclure, et surtout en vue du bac, voici les points essentiels à garder en tête. Premièrement, les distinctions conceptuelles clés. Nature contre culture, bien sûr, mais aussi la physis grecque, le principe de croissance interne, contre la techné, la production artificielle. Ensuite, l'opposition majeure entre Rousseau, qui idéalise l'homme naturel, et Mill, qui voit la culture comme un rempart contre une nature hostile. Et enfin, les penseurs plus contemporains comme Serre et Jonas, qui nous alertent sur notre nouvelle responsabilité écologique face à notre propre puissance. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question ouverte pour aujourd'hui et pour demain. Pendant des siècles, l'histoire de l'humanité a été celle d'une lutte pour s'émanciper de la nature, pour la dominer. Mais face aux crises écologiques, ce rôle n'est-il pas en train de s'inverser? Sommes-nous en train de passer du statut de maître à celui de gardien, de protecteur de ce monde naturel dont, au fond, nous faisons toujours partie? La réflexion, évidemment, reste ouverte. Voilà pour ce parcours philosophique autour de la notion de nature. Si cette analyse vous a été utile pour y voir plus clair, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines notions. Merci de votre attention et à très bientôt.